Quand nous avons monté à l'UNPS le programme de cette journée nationale, il nous a paru cohérent de parler des territoires et de la prévention partagée, comment elle se met en place dans les territoires et donc la prévention partagée, celles et ceux qui la font vivre au plus près de la population. Du coup, les correspondants territoriaux, donc on a déjà parlé de l'année dernière, se met en place depuis 2020 et va aller faire émerger des actions de terrain, en fait, de proximité, et de permettre de mettre en réseau les adhérents de l'UNPS, mais aussi tous les acteurs de prévention sur un territoire. Donc l'UNPS, qui est fortement soutenu par les pouvoirs publics pour la mise en place des correspondants territoriaux, ça représente aussi un tournant majeur de l'UNPS qui va essayer de comprendre quelles sont les modalités de réseau sur le terrain et de faire de s'inspirer pour pouvoir avoir une nouvelle façon de travailler qui est plus participative en fait. Et donc à l'origine de cette évolution, l'UNPS de plus en plus est amené à favoriser en fait les connaissances mutuelles, donc cette mise en réseau des acteurs de la prévention dans leur diversité. C'est aussi savoir comment dans nos diversités d'acteurs de prévention, on a vu ce matin, qui est riche, leur implication dans une démarche un peu de collaborative, participative, de mutualisation. Est amené aussi l'UNPS à solliciter leur avis sur une politique, un document, une démarche concernant la prévention du suicide. C'est aussi de recueillir et partager et valoriser les actions et les projets sur le terrain. Là, on est dans le cadre des Journées nationales de prévention du suicide, partout en France et en Outre-mer. Des événements se mettent en place et s'organisent par nos adhérents de l'UNPS. Et c'est aussi élaboré, et on a vu des projets en commun. On a vu lors du colloque de Brive, qui était organisé par Écoute et Soutien, dont Éric Gras est présent aujourd'hui. Donc c'est une co-organisation avec l'UNPS et aussi une facilitation de créer des événements internes à l'UNPS, comme le séminaire annuel. Donc c'est en 2020, nous avons essayé de structurer, de commencer à structurer cette mise en réseau, de tisser le réseau UNPS, et donc de demander à des correspondants territoriaux, adhérents de l'UNPS, donc par leur adhésion à l'UNPS, marque la visibilité de l'Union, et donc fait remonter au siège, on a demandé de faire remonter au siège les actions qui se mettaient en place, des informations, les événements JNPS, Journée nationale, Journée mondiale, les partenariats, les formations qui se mettent en place, et aussi de mettre en place des actions qui sont co-développées et qui sont plutôt innovantes ou non, et actives et reconnues sur le terrain en fait comme utiles et au déploiement de ces actions. Donc c'est aussi partager des avis qui sont transmis à l'UNPS et faire remonter des questionnements régionaux des difficultés que nos correspondants, que nos acteurs sur le terrain peuvent rencontrer, les articulations avec les stratégies nationales. Voilà, donc tout ça est pour nous très très important, et on voit aussi aujourd'hui dans ce qui est la prévention partagée, on va de plus en plus vers cela. C'est vraiment de co-construire autour des acteurs de terrain, et co-construire avec ce qui existe, ce qui a été dit ce matin, avec l'existentiel, avec les innovations, ce qui marche aussi, ce qui fonctionne déjà, et ne pas
ne pas casser pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, mais de partir de ce qui existe et de le faire évoluer. Donc, ce qui est important, je crois que dans le réseau UNPS et dans la prévention partagée, et dans tout ce qu'on est les acteurs de terrain, moi j'étais écoutante à SOS Solitude, c'est d'avoir ce lien, c'est de créer vraiment ce lien, de tisser et le lien entre les acteurs, mais d'apporter une meilleure réponse aux personnes en souffrance, à leur entourage, et de pouvoir mener cette prévention qui soit plus en adéquation à leur contexte de vie. Donc là, nous allons cet après-midi sur cette table ronde, donc avec 4 exemples de régions, de correspondants sur leur territoire, montrer ce qui est fait justement sur le terrain. Et donc, je remercie les intervenants de cette table. Et je vous propose de vous présenter, de dire quel territoire vous représentez aujourd'hui. Et on peut commencer par Viviane. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Viviane Million de France, présidente de l'association Amalgame Humaniste, et je suis en Guadeloupe, département d'outre-mer, département français. Et voilà, je vais vous parler de ce que nous faisons et ce que nous essayons de mettre en place en Guadeloupe. Super, merci Viviane. Dans l'ordre que vous voulez. Donc, je suis Patrick Meluc, je suis le président d'une petite structure qui s'appelle GPS, alors ça veut dire Groupe de prévention suicide de la communauté de communes Sèvres-et-Loire. Alors c'est sur l'est de la métropole de Nantes, et ça correspond à peu près au territoire du vignoble nantais. Ça représente à peu près un bassin de 120 000 personnes. Je suis Eric Gras, double casquette, je suis le responsable de l'association Centre Écoute et Soutien et le coordonnateur de la prévention du suicide en Corrèze. Notre association a été créée en 1985, mais elle trouve son origine dans les années 60 avec les associations Recherche et Rencontres. Donc on a toute une énorme histoire et on intervient sur l'ex-région Limousin, la Corrèze, la Haute-Vienne et la Creuse. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci au ministère de la Santé et de la Prévention de nous accueillir, ainsi que de l'invitation de l'UNPS à pouvoir nous exprimer. Donc, je suis Marie-Ange Massé, donc je suis correspondante territoriale pour la région Centre-Val de Loire. J'interviens plutôt sur l'Indre-et-Loire, sachant aussi que j'ai une double casquette. Donc, j'anime au sein du réseau Vie37. Alors, Vie37, ça c'est pour Françoise Fassy. Donc, c'est un acronyme, ça veut dire vie, vie et intervenir ensemble face au suicide. Et donc, je suis animatrice de la commission événements communication et donc correspondante depuis 2020. Sachant que Vie37 a la particularité de regrouper une trentaine de structures départementales qui sont totalement différentes. Chacune de ces structures a un fonctionnement et un agenda propre. Nous pourrions dire que Vie37, c'est comme un collectif. Voilà. Si je devais détailler toutes celles et ceux qui font Vie37, ça me prendrait un petit peu de temps. Donc on a des associations, des fédérations régionales qui œuvrent dans la promotion de la santé, des structures publiques, des acteurs du médico-social, des établissements de santé et puis des médias. Voilà. Et je salue également Christine Ago qui a aussi une autre casquette puisqu'elle est suppléante correspondante territoriale. Voilà. C'est encore une autre casquette de Christina.
Alors, je sais que vous faites beaucoup de choses sur vos territoires et je vais vous demander de parler d'une action représentative de la prévention partagée sur chacun de vos territoires. Bon, donc, oui, je n'ai pas spécifié que j'avais aussi la casquette de correspondant territorial des Pays de Loire, mais qui se limite pour l'instant à la Loire-Atlantique, parce que le travail est assez conséquent, donc, et je n'ai pas eu le temps encore de faire le tour de tous les départements. Alors, moi, l'action que je vais privilégier, c'est un peu l'ADN de l'association. C'est la formation. Donc, depuis notre création, on a passé un partenariat avec l'ARS MSA pour mettre en place sur notre territoire des formations de sentinelles. Donc, depuis 2005, on doit être rendu à former 267 personnes qui ont fait cette formation sentinelle et qui sont donc maintenant sur notre territoire. On est aussi en collaboration avec la CPTS de notre territoire pour mettre en place des formations niveau 2, puisque la formation sentinelle, pour quelqu'un qui ne fait pas partie qui n'est pas professionnel de santé, on a un niveau de base qui est la découverte de ce qu'est la crise suicidaire, mais on a aussi maintenant sur notre territoire beaucoup de professionnels de santé qui souhaitent se former à la détection du mal-être. Et on va aussi mettre en place probablement avec eux cette action pour 2023. Voilà. Alors, vous m'avez posé beaucoup de problèmes, vous le savez, Éléonore. Forcément, une association qui est créée depuis longtemps, 85. Et comme on est en réseau, c'est un peu compliqué de mettre tout ça, sachant qu'on est sur un grand territoire avec 5 hôpitaux psychiatriques qui ont chacun leur spécificité, même si on est en convention ou on est en phase de conclure les conventions avec chacun d'eux. Donc, il y a peut-être deux petites actions, je vais essayer de vous les dire, je négocie. La première, c'est auprès du conseil départemental. C'est une convention qui a plus de 30 ans. Ça remonte. Alors forcément, elle a évolué. Au départ, on accueillait des personnes du RSA pour les remobiliser dans le cadre de leur recherche d'emploi. Parce qu'on s'est aperçu qu'après un certain temps à passer dans cette dégringolade de chômage, RSA, et ils avaient du mal, les personnes avaient du mal à retrouver un groupe. Alors c'est pas qu'ils ne veulent pas pas s'engager dans une démarche de l'emploi, mais ça leur devient un peu compliqué. Donc on a conclu cette convention avec le conseil départemental, et de par notre ancienneté, on a de la chance, ils nous embêtent pas sur les chiffres. Alors, ils nous disent bien qu'il y a un minimum de personnes à recevoir, mais après, on peut le recevoir autant de fois que l'on veut. Et ça, c'est la force d'un partenariat, parce qu'on peut travailler. Et donc, les personnes, quand ils viennent, disent adaptez, prenez ce que vous voulez chez nous, et on fera ce que vous voulez. Donc, on essaye de se tourner vraiment sur leurs problématiques. Et ils prennent vraiment les services qu'on peut leur offrir. Bon, qui va de l'accueil avec ou sans rendez-vous, les entretiens téléphoniques, puis on a tout un tas d'activités collectives. On s'inscrit toujours dans un parcours, on part de la personne, on regarde comment il se positionne à l'intérieur du parcours, puis avec les personnes, il arrive un moment, on se pose, puis dit voilà, qu'est-ce que vous en pensez, où est-ce que vous en êtes, Et de cette convention, ça a été étendu à la Maison de l'Autonomie, la MDPH, alors, bon, encore un acronyme, mais c'est pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Et notamment, on a tout un programme de formation auprès des bénévoles qui font des visites. Alors ça va de l'écoute active à l'empathie, enfin, tout ce que Camille a dit, là. On a fait. Et là, depuis cette année, on a un nouveau programme. C'est essayer d'aller vers les gens.
Et donc notre zone, j'ai oublié de vous la présenter, elle est essentiellement rurale. On a Limoges qui doit faire 200 000 habitants, après vous avez Brive avec 50 000, mais tout le reste c'est la campagne. Il y a toute une zone où il y a 80% des communes qui sont dites hors zone d'influence urbaine. Donc c'est ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont devoir aller se déplacer pour aller les consulter. Donc on a mis en place un programme d'aller dans des villages et rencontrer les gens. Donc le but, c'est rien que leur donner de l'information, essayer d'ouvrir le débat, pas du tout les convaincre. Voilà. C'est tout ce que l'on fait. Et il y a un débat qui s'anime. Alors pourquoi est-ce que les débats ils s'animent? Parce que en zone rurale, dans les villages, il est rare de rencontrer des personnes qui n'ont pas été touchés par le suicide d'un proche. Donc quand on va dans la campagne, je vous dis, très joli petit village de Haute-Fage, là, vous quittez, vous allez dans les bois, vous avez un quart d'heure avant d'y arriver, vous êtes au sommet, vous voyez que de la montagne, c'est super joli. Et là, vous allez vous prendre la réalité en pleine figure. Alors c'est bien d'avoir des chiffres, mais quand vous avez des personnes qui font leur histoire, qui est souvent marquée par plusieurs suicides, eh bien, il faut savoir les écouter. Mais ce que je retiens, c'est que quand vous laissez les personnes s'exprimer, eh bien, elles se prennent ce sujet tout à fait normalement. Ce n'est pas quelque chose de tabou. Souvent, nous, on se fait des idées, voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Mais les gens, ils sont ouverts à ce débat à partir du moment où vous leur donnez des informations. Alors, j'arrive pas toujours à convaincre, hein, notamment sur les idées reçues, mais le débat est ouvert. Donc voilà, là, sur cette petite action, j'espère qu'on va pouvoir encore pouvoir la développer un peu plus. Et la dernière action, bon, j'y tiens, c'est pour ça que je vais faire, c'est LSM, alors je vais un nouveau acronyme, c'est un comité local de santé mentale. Sur Tulle, c'est créé, et naturellement, ils ont mis l'hôpital psychiatrique de Tulle et Écoutez Soutien pour la partie santé mentale. Voilà. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a une histoire, il y a plusieurs présidents qui sont faits, la dynamique, elle ne s'est pas cassée. Par contre, il est très important pour nous d'avoir l'UNPS parce que pour représenter au niveau dans les instances nationales, c'est très important. Et pour nous, la stratégie nationale de prévention du suicide, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le professeur Joland tout à l'heure. Elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas parfaite. Je suis le premier à la critiquer, mais elle est là. Et moi, je l'ai lu, je l'ai analysé, je la critique, je suis le premier à la critiquer. Mais dans cette stratégie nationale, dans l'instruction ministérielle, l'UNPS est cité. Et je crois que c'est très important de le dire. Donc il arrive un moment pour qu'on fasse des choses, il faut pas chercher à ce qui ne... Là où on n'est pas d'accord, mais essayer de trouver les choses qui nous unissent. Mais je fais un effort pour ne pas parler longtemps. Je dirais que Vie37 est un réseau très dynamique où la co-construction et l'innovation dans les partenariats sont au cœur de la prévention partagée et montrent comment nous pouvons collaborer ensemble. Il m'a été difficile de faire un choix dans les actions que nous menons, parce que nous en menons énormément. Donc je me suis attachée à vous proposer un exemple de mise en commun où chacun des acteurs est entendu autour de la prévention partagée sur notre territoire et qui s'adresse aux professionnels. Donc c'est dans la continuité de l'action nationale de prévention du suicide, donc en 2022, où nous avions choisi au niveau du réseau Vie37 de décliner 2 temps forts pour notre journée départementale, donc qui a lieu généralement la semaine d'après, par exemple là, la semaine prochaine, nous aurons notre journée départementale. Voilà.
où la thématique était plaidoyer donc pour une prévention partagée et comment diversifier, coopérer, concerter, comment poursuivre ensemble. Donc cette journée départementale est une illustration assez intéressante d'actions co-construites, puisque nous avions réuni autour d'une table ronde donc sur la thématique de la famille face à la crise suicidaire. Nous étions encore dans la pandémie. Donc des acteurs aussi variés, aussi diversifiés soient-ils, qui font la richesse de Vie 37. Donc tout d'abord, nous étions accueillis au sein du CHRU de Tours et du pôle santé-prévention. Et on a vraiment eu une transversalité entre les professionnels, donc de l'unité d'hospitalisation pour adolescents de la clinique psychiatrique universitaire du CHRU de Tours et la maison des adolescents d'Indre-et-Loire. Et puis on avait également autour de cette table axé sur les aidants et sur la pérédance. Et donc nous avons des dispositifs qui sont adhérents de Vie 37, donc AGVI notamment, qui était un dispositif d'accompagnement et de répit pour les proches aidants, et le conseil local de santé mentale, où nous avons l'opportunité, en tout cas, d'accueillir une père aidante qui diplômée. Voilà. Nous avions également, durant cette journée, des ateliers. Alors l'après-midi, on a mis en lumière des dispositifs territoriaux, notamment les dispositifs d'accompagnement à la coordination, donc les DAC. Alors ce sont des acteurs qui ne sont peut-être pas forcément impliqués directement dans la prévention du suicide, mais qui participent à la prévention partagée. Et puis le dispositif Vigilance, où on faisait on faisait un petit arrêt sur image après 4 mois de déploiement pour voir comment les professionnels s'étaient emparés de cet outil. Donc c'est vraiment l'exemple d'une journée co-construite, et on a eu ce jour-là la chance d'avoir Françoise Fassi qui nous a fait une très jolie synthèse de cette grande journée. Voilà. Donc on avait l'UNPS qui était associé à cet événement. Donc voilà un exemple de journée co-construite où on voit la richesse et la diversité des acteurs d'un territoire, et comment on peut mettre les gens autour de la table pour discuter de la prévention partagée. Voilà. Merci. Et Viviane? Ben voilà, je suis donc de la Guadeloupe. Un tout petit mot pour vous dire que c'est un archipel de la mer des Caraïbes et qui compte 373 000 habitants, 7 îles anglophones et francophones, avec une forte migration. Il y a énormément de populations anglophones qui viennent de la Dominique et hispanophones qui viennent de Saint-Domingue, qui s'installent chez nous, avec cependant une fuite très importante de nos populations jeunes qui partent chercher l'Eldorado ailleurs pour diverses raisons. D'abord parce que ce sont souvent des jeunes qui ne trouvent pas, qui partent pour faire leurs études là-bas et qui ne reviennent pas, et qui partent parce qu'ils ont des problèmes familiaux que je vous expliquerai tout à l'heure. La population est vieillissante. Nous sommes le 2e département plus vieux de France, et nous serons encore peut-être même le premier d'ici 2035-2050. Mais nous faisons un travail très important autour de la jeunesse pour essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle reste en Guadeloupe, ou en tout cas qu'il faut qu'elle y revienne. Ça, c'est pour la Guadeloupe. L'association Amalgame Humaniste existe depuis 1992, association socio-culturelle qui était vraiment une association qui faisait des pièces de théâtre, du spectacle, donc qui travaillait beaucoup la culture pour aider les jeunes et les moins jeunes,
à faire du lien social, à faire de la cohésion. Et avec les bénéfices, nous aidions les jeunes méritants, les jeunes défavorisés méritants, en payant des cours scolaires, des inscriptions en faculté, en aidant les familles qui ne pouvaient pas permettre à un jeune de faire des études longues ou des études importantes, quitter le département et pouvoir y revenir. La première que nous avons aidée est une jeune d'origine haïtienne, mais élevée par sa grand-mère, une petite jeune dont les parents étaient décédés, qui est maintenant ingénieur dans les pétroles. Nous avons médecin, un jeune médecin qui finit. Nous avons 2 jeunes danseurs qui ont travaillé chez Elvin Ailey, donc le deuxième est en cours. Et nous avons surtout un jeune qui est à la Scala de Milan depuis septembre, donc pour lequel nous participons à aider, à partager les frais avec les parents, parce que la mère est célibataire et elle a un deuxième enfant, donc c'est assez compliqué. Donc ça, c'est le cœur de métier de l'association qui, vraiment, depuis toujours, est à côté, accompagne les familles d'enfants défavorisés. Nous avons été remarqués par notre travail parce que nous n'avions jamais eu de subvention et en 2019, il nous a été demandé de porter la première ligne d'écoute anti-discrimination LGBT, puisqu'en 2016, il y avait eu des agressions assez violentes, avec même un décès de jeunes LGBT. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes quittent la famille, parce que l'homophobie est surtout intrafamiliale en Guadeloupe, avec des on-dit, avec la peur du qu'en dira-t-on, avec une religion qui est très prégnante, avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc, cette ligne d'écoute existe depuis 2019, novembre 2019, tenue par 20 bénévoles, professionnels de santé, professionnels sociaux, donc assistantes sociales, psychologues, éducatifs spécialisés, à la retraite ou pas. Au début, c'était plutôt des personnes qui étaient à la retraite et puis petit à petit, les jeunes sont venus. Donc, il y a 20 bénévoles qui assurent cette ligne d'écoute et qui font un travail remarquable puisque maintenant, nous avons une cellule d'écoute, c'est-à-dire que les jeunes peuvent venir dans nos bureaux. Nous avons, en juin 2020, migré en zone QPV pour avoir des bureaux et être plus près de la population défavorisée. Alors, Viviane, je vais peut-être vous couper. Enfin, merci pour cette introduction. En plus, je trouve que c'est vraiment formidable tout ce que vous faites en Guadeloupe, tout ce que fait Amalgame Humanis. Si vous deviez choisir une action de prévention partagée contre le suicide que vous faites en ce moment, ce serait laquelle ? Alors, pour le suicide, nous avons créé un maillage avec d'abord le SAMU, parce que j'ai été interpellée en tant que médecin et régulateur au SAMU par le nombre d'appels SAMU à partir de 2020, pendant le Covid. Je trouvais que les chiffres avaient augmenté. Donc, avec le SAMU, avec donc les urgences du CHU, puisque nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une difficulté de codification. Les médecins ne codaient pas facilement suicide, ils chutent, injection de caustique. Le PSM, établissement public de santé mentale, puisque nous avions des personnes qui ont beaucoup de jeunes qui ont des addictions et qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépression, des problèmes liés à un mal-être, vraiment des perturbations. Et avec le SAMU, le PSM et l'ARS maintenant nous accompagnent. Donc les établissements scolaires, la police, les établissements scolaires, et tout ça c'est grâce à l'UNPS parce qu'en fait dès que nous avons créé la ligne d'écoute prévention suicide en 2020, donc quand nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément de demandes de suicide, nous nous sommes rapprochés de l'UNPS et grâce à vos conseils, grâce à votre accompagnement, nous avons créé autour de nous un maillage en allant à la rencontre des professionnels. Donc, l'ARS nous accompagne maintenant. Donc, nous avons d'ailleurs la semaine prochaine une grosse réunion avec l'ARS, le PSM et le SAMU et la plateforme Riposte pour pouvoir mettre en place le 3114 qui va s'installer en Guadeloupe puisque pour l'instant, ce numéro sonne à Montpellier et avec le décalage horaire, plus 5 heures, avec les difficultés de langage,
les différentes ethnies qui en Guadeloupe, il faut qu'on trouve une autre disposition pour qu'en Guadeloupe, le 31-14 puisse être représenté par des personnes qui sont de chez nous. Donc, c'est ça qu'on fait. Et le gros travail que nous faisons, c'est avec la jeunesse, puisque nous intervenons dans les établissements scolaires. Donc, nous avons un partenariat avec l'Académie Guadeloupe et nous intervenons dans les lycées, dans les collèges. Nous étions avant essentiellement dans les lycées avec les jeunes et maintenant nous travaillons avec les plus jeunes. Nous rentrons en collège. Et nous avons trouvé un médium qui est intéressant pour nous, c'est le tango argentin, donc parce que nous sommes un peuple de danse, un peuple de musique, et donc avec le tango argentin, nous pouvons être au plus proche de la population jeune, et en les approchant, nous pouvons discuter avec eux et faire passer des messages. Et j'avoue que nous avons deux grands lycées, gros lycées et deux établissements de collège, un collège d'une zone périphérique défavorisée et un collège en zone rurale, et les deux lycées sont en zone urbaine, et nous avons pour l'instant une grande adhésion. Les jeunes nous font confiance et surtout les professeurs jouent le jeu, parce que nous travaillons avec des professeurs d'espagnol, des professeurs de langue, les professeurs de danse et les professeurs de musique qui pousse les jeunes à venir, et avant ou après chaque séance de danse ou de musique, nous travaillons sur un thème qu'ils choisissent à leur demande, donc toujours autour du suicide, autour de l'homophobie, autour des violences sexistes, autour de tout ce qui les concerne, les addictions, et donc nous faisons passer des messages au fur et à mesure. Et pour l'instant, je pense que le but recherché est atteint, c'est-à-dire aller au plus proche des jeunes et gagner leur confiance pour que on puisse mettre en place après une protection. Alors, nous sommes en train de travailler avec le premier et le seul centre d'examen de santé de la Guadeloupe qui vient d'ouvrir pour avoir un partenariat et pouvoir orienter directement les jeunes ou les moins jeunes il y en a beaucoup qui sont en rupture sociale, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de mutuelle. Donc, pour les orienter et pouvoir faire un travail avec eux et avec une prise en charge psychologique. Donc, c'est le travail que nous faisons actuellement. Donc, tout ça, c'est sous l'égide de l'UNPS, puisque dans le travail que nous allons faire, il y a le bulletin qui va sortir là avec l'ARS, où on va avoir tout ça va être écrit dans le projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Viviane. Moi, ce qui m'a marqué dans tous vos exemples, c'est la dimension du temps, enfin, de l'histoire. Enfin, Eric, à plusieurs reprises, vous avez dit tout ça, c'est parce qu'on est dans les territoires depuis longtemps. Enfin, en fait, ça met du temps de faire de la prévention partagée. Ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Et puis, vous, Patrick, vous dites... ouais, pour l'instant, c'est un territoire et un bassin de 120 000, et puis c'est déjà, oui. C'est déjà bien. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il n'y a pas que l'ARS et la MSA qui sont partenaires. On a toutes les communes, enfin les élus des communes sont impliqués. On a formé beaucoup de maires, beaucoup d'adjoints, et ça permet après justement de faire un effet... boule de neige. On a des partenariats avec les pompiers, beaucoup de pompiers, les personnes d'aide à domicile qui sont en contact avec les personnes âgées isolées chez elles. Tout ça, au travers de la formation, ça nous permet de créer du lien, et en même temps de créer du lien entre les personnes elles-mêmes qui sont devenues sentinelles. Catherine, est-ce que tu veux réagir? Alors, on est complètement en retard pour la deuxième question, mais une petite réaction par rapport au témoignage des correspondants, ou une question que tu veux leur poser? Alors, justement, Patrick parlait du lien. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment, enfin, quels sont les ingrédients pour être en lien dans le réseau. Notamment, j'ai pu voir le réseau Vie37 quand j'étais à Tours. Comment les acteurs, différents acteurs travaillent ensemble, en fait? Parce que il y a
on a vu avec Christina, il y a le côté artistique, il y a des bénévoles, il y a des associations, des fédérations, des collectifs. Comment tout ça se met en musique? Alors, en ce qui nous concerne, nous, sur notre propre territoire, on fonctionne comme toute association. On a un conseil d'administration dans lequel on a des représentants. Déjà, on a un collège obligatoire de chaque commune. C'est-à-dire que chaque maire doit désigner une personne de son conseil municipal qui est intervenant au sein de notre conseil d'administration. Donc déjà, ça crée du lien avec les élus. Et puis ensuite, on essaye d'avoir des représentants dans le conseil d'administration de chaque commune, de personnes qui ont suivi les formations sentinelles, voire même plus. Ça, c'est pour la première chose, mais à l'échelle de notre petit territoire à nous. Et autrement, à l'échelle du département de Loire-Atlantique, on a créé une structure qui date déjà depuis un peu plus de 10 ans, qui est une association qui s'appelle Repère 44, et qui est une association qui fédère l'ensemble des associations du département 44 qui travaillent sur la prévention du suicide. Alors dedans, on trouve toutes les associations nationales qui sont présentes ici. Il y a SOS Amitié, il y a les Petits Frères des Pauvres, il y a même, enfin anciennement Recherche et Rencontre, il y a Solipsy. Alors c'est pas forcément des associations qui sont d'ailleurs adhérentes toutes à l'UNPS, mais ça permet autour d'une table d'échanger tous les 2 mois et en même temps de lancer un programme d'action sur l'année où chaque association peut participer aux actions qui vont être mises en place. Et je crois que, Marie-Ange, vous insistiez sur le fait que déjà aller à la rencontre des derniers interlocuteurs, et pas seulement par les médias digitaux, déjà c'est un premier pas qui est déjà long, pas facile et très important. Oui, enfin pour rappeler effectivement le rôle du correspondant territorial qui est quand même un maillon, un atout de terrain, de proximité. Il se doit être dans l'interaction, dans le ici et maintenant. Je pense que le correspondant territorial devrait être agile. Voilà. On a parlé ce matin d'agilité. Et qu'on puisse ouvrir ce champ des possibles pour pouvoir encore continuer à aller chercher d'autres acteurs du territoire. On en parlera peut-être tout à l'heure avec la seconde question. Mais voilà, oui, c'était un travail de fond, un travail où on fait du lien. Où la communication aussi est importante et je pense qu'on doit encore pouvoir s'améliorer sur la communication, mais voilà, c'est aussi ce qui fait la richesse de notre réseau. Voilà. Et puis dans les témoignages, ce qui apparaît sur le fait d'établir le lien, c'est Viviane l'évoque très bien, c'est que le premier avant même de pouvoir parler suicide, il faut déjà établir le lien avec les gens qu'on veut aider. Et c'est d'abord le tango, après les ateliers, après les gens peuvent s'ouvrir. Absolument. Absolument. Nous nous sommes rendus compte, surtout pendant la période Covid, que les personnes étaient très méfiantes vis-à-vis des institutions, avec tout ce qui s'est passé tout autant en métropole qu'en Guadeloupe. Il y a eu une défiance qui s'est installée et il était très difficile de parler autant d'homophobie que de personnes défavorisées tout simplement, d'aller à leur rencontre et qu'ils puissent exposer leurs difficultés. Donc il a fallu trouver un maillon, alors que nous sommes quand même connus sur le territoire depuis 30 ans. Parce que depuis 30 ans, les parents et les établissements scolaires nous demandent de l'aide pour les enfants. La faculté, les jeunes étudiants maintenant viennent nous demander de l'aide alimentaire. Donc nous sommes quand même connus pour aider, et cependant nous avons eu des difficultés à mettre en place certains travaux, certaines plateformes qu'on voulait, parce que justement, il y avait cette défiance.
Alors, quand nous avons signé, par exemple, le partenariat avec l'académie, nous avons pu entrer dans les établissements scolaires, je peux vous dire que même les chefs d'établissement étaient un peu frileux parce que eux, ils voulaient pas que leur établissement, le nombre de suicides augmente. Or, si nous venons et que nous discutons, nous saurons qu'il y a plus de suicides que ce qui sont déclarés. Vous voyez? Donc, il y a aussi l'aller et le retour. Bon, à la police, par exemple, quand les gens venaient se plaindre qu'ils étaient malmenés, bousculés et tout, bon, il a fallu qu'on aille former les policiers pour leur dire, quand quelqu'un vient, il faut écouter. Vous voyez? Donc, il y a vraiment eu tout un cheminement qu'il faut faire et mettre en place pour que on puisse avoir un réseau fiable et un réseau qui permette de discuter et de mettre en place des actions, parce que si vous n'avez pas en face de vous les personnes qui sont à votre écoute, ça ne sert à rien de mettre en place des actions. Donc, il fallait d'abord vraiment construire un réseau, et ça nous a pris 30 ans et 2 ans depuis le Covid. Alors, il nous reste 10 minutes chrono, même un peu moins, pour cette deuxième question. Ouais. Collectivement, 10 minutes partagées pour parler de... vous êtes au contact des différentes structures sur votre territoire. Quelles sont les envies pour aller vers plus de prévention partagée? Et là, je vous demande de choisir une chose qui est importante pour l'avenir. Alors, je vais vous dire, si je peux prendre la parole, je vais vous dire que nous savons tablé beaucoup sur les réseaux sociaux et la télévision, parce que c'est un projet qui a germé pendant le Covid, parce que nous ne pouvions plus faire de rencontres débats. Donc, nous avons créé une émission télévisée d'1 heure par mois, sur les thèmes importants. Et c'est une télévision qui est très connue, qui est très écoutée par toute la population. Et nous avons pu ainsi faire passer énormément de messages, puisqu'à la suite de ces émissions, les gens nous appellent et ils viennent à notre territoire. Nous avions aussi confié aux jeunes qui viennent chez nous la création de réseaux TikTok et Instagram pour faire passer des messages avec les termes qui leur conviennent et les images qui leur conviennent. Donc je pense que ça a été pour nous quelque chose d'intéressant quand les jeunes sont venus vers nous. Donc des nouveaux médias. Voilà. Merci. Alors moi, j'ai deux axes. Un qui concerne mon territoire à moi et un autre qui concerne ma casquette de correspondant territorial. Donc je vais être rapide et je vais vous donner les deux. Donc je pense qu'on a engagé un travail, nous, sur notre territoire avec la CPTS. Donc tout le monde sait ce que c'est que la CPTS, territoire. C'est communauté professionnelle territoriale de santé. Voilà. Ce sont toutes les professionnels de santé. Ça va du médecin généraliste, pharmacien, kiné et autres, qui sont groupés en associations et qui échangent entre eux sur des actions, notamment des actions de prévention. Et ils nous ont donc intégrés dans l'action de prévention mal-être. Et ça nous a permis justement de toucher les professionnels de santé qu'on n'arrivait pas avant à toucher, ou alors qui nous regardaient un peu d'un œil en disant de quoi ils se mêlent cela. Un peu le souci qu'a eu Camille là, avec son association étudiante là. Et nous on l'a vécu aussi, et maintenant ça va nettement mieux depuis 2 ans qu'on travaille avec eux. Donc je pense que c'est un axe qu'on va continuer de développer. Et le deuxième axe pour le développement territorial, là, c'est essayer à l'échelle là, des Pays de Loire, en commençant par la Vendée, parce que là on a déjà quelques contacts, pour essayer de fédérer, pareil, l'ensemble des associations, que ce soit associations locales ou associations nationales, à l'échelle de la Vendée, du Maine-et-Loire, ce qu'on a fait un peu au travers de Repère 44 sur la Loire-Atlantique. Ce qui permettra après d'avoir des échanges et peut-être de mettre en place des actions communes. Alors, je vais peut-être un peu
doucher un peu l'enthousiasme des uns et des autres. À titre personnel, oui, je partage cette notion de prévention partagée. Mais là, je suis sur le terrain. Lorsque vous parlez de notion partagée, les gens ne savent pas ce que c'est. Rien que parler de la prévention du suicide, vous avez deux gros blocs. Vous avez la vision hospitalière et vous avez la vision associative. Avant de la partager, il va falloir qu'on règle ce problème, la frontière entre la prévention et le soin. Et ça, c'est pour les deux. Hein. Je ne dis pas que les associations ont fait un super boulot contre les hôpitaux. Non. Sur le terrain, j'ai eu l'occasion d'interroger plein de gens. Il y a une porosité. Et cette zone grise, elle permet de plein d'interprétations. Donc il va falloir qu'avant de faire ces étapes, avant d'arriver à là, il y a des étapes qu'il va falloir que l'on passe. Tout à l'heure, on parlait du psychiatre, dans la place du psychiatre dans la prévention, professeur Jean. Oui, mais actuellement, ce n'est pas sa fonction. Lui, ils ont besoin de se concentrer sur le soin parce qu'il y a la crise, elle est là, les manques de moyens, ils sont là. Moi, on me dit, on met en place la formation, et dit Eric, t'es bien gentil, mais actuellement, j'ai 30% de mon effectif qui est hors service. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas te les envoyer en prévention. Donc, il y a quelque chose qu'il faut vraiment voir, c'est OK, il y a une stratégie. La stratégie, ça veut dire la vision à long terme. Donc, ça veut dire affecter des moyens et partageons, faisons par étapes, écoutons toutes les difficultés, levons les écueils administratifs. On en a plein. Bon, je n'ai pas le temps de vous les citer pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, mais j'insiste beaucoup. Moi, je suis d'accord sur cette prévention partagée. Vous le savez, enfin, je regarde Françoise et Marc, mais sur le terrain, waouh! Et j'ai peur que ça reste qu'un grand principe, qu'on mette ça de côté, comme la stratégie nationale. Mais elle est bien, mais elle n'est pas parfaite, mais il faut qu'on la saisisse et il faut qu'on l'accompagne, nous aussi. Parce que sinon, ça va être encore et encore des choses qui sont bien. Il y a des instructions ministérielles. Ces instructions ministérielles, je suis désolé, en fonction des hôpitaux, je ne les cite pas, il y en a qui ne les appliquent pas. Ils traînent. Où on se lance dans des choses, mais sans aucun enthousiasme. Donc voilà. Et ce qui fait que nous, on est en grande difficulté. Ah, je suis désolé, je vous apporte à quelque chose de négatif. Mais Françoise, tout à l'heure, nous reboosterons. Mais bon, voilà, j'avais besoin de le faire. Et ça, c'est une remontée. C'est pas Gras qui le pense. C'est une remontée des partenaires et des acteurs. Donc pour répondre effectivement à comment développer une vision davantage partagée, je dirais que le constat sur le terrain, pour nous, se caractérise par une demande accrue de ressources. Donc on a besoin de renforcer les outils des correspondants territoriaux pour que nous puissions assurer au mieux la liaison entre les différents acteurs locaux qui ne couvrent pas les mêmes domaines mais qui poursuivent le même objectif. Peut-être d'avoir un développement de bases de données partagées avec une maîtrise poussée de la diversité des actions et de l'historique de l'UNPS pour pouvoir récupérer l'information du territoire vers le national, mais l'inverse est également intéressant. Et puis, moi, j'ai deux pistes de réflexion simplement à soumettre à l'UNPS dans des questionnements qui sont, on a parlé des CPTS, des projets territoriaux également de santé mentale. Donc, comment on peut élargir, structurer, articuler nos partenariats avec les dispositifs du territoire en fonction des compétences et des responsabilités de chacun. Comment faire du lien avec les référents des agences régionales de santé, qui ont des référents prévention du suicide. Et puis, quelque chose également qui me tient à cœur, c'est comment faire participer et recueillir la parole des citoyens et favoriser les débats au titre de la démocratie en santé. Et ça, je pense qu'on aura vraiment besoin de l'UNPS pour pouvoir co-construire et être opérationnel sur le terrain.